Et on accueille la porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, Olivia Grégoire. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors hier, on le voyait, les opposants à votre réforme des retraites ont été très mobilisés. On parle de plus de 800 000 personnes qui ont manifesté dans toute la France, du jamais vu depuis 15 ans. Est-ce que vous vous y attendiez? Alors oui, je vais faire attention parce que je vous ai écouté avec attention. Je vais essayer de ne pas être trop stagiaire et je vais essayer... C'est pas très dur pour moi d'éviter les éléments de langage puisque je les écris moi-même avec mon petit cerveau. Je m'attendais effectivement, après de multiples annonces, et une grève qui était annoncée, qui était possiblement massive. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait énormément de monde. Je pense que beaucoup de gens se sont aussi organisés dans le privé comme dans le public pour pouvoir y aller. Monsieur Amar l'a rappelé, oui, il y avait aussi des salariés du privé. Et oui, je pense que c'est bon, du jamais vu, je le dirais peut-être pas comme ça, mais en tout cas, un premier jour de grève, et je l'ai dit hier soir, donc je le redis, qui est plutôt un succès du côté des syndicats. Alors la balle est désormais dans votre camp. Édouard Philippe, on le sait, doit annoncer l'architecture de la réforme en milieu de semaine prochaine. Sauf que la plupart des gens qui étaient dans la rue hier, à commencer par Benjamin Amar, vous demandent de retirer tout simplement le projet. Ils veulent le retrait de la réforme. Et quoi à la place, en fait? Moi, c'est un peu la question que je me pose. Je crois qu'il y a une question de responsabilité. Moi, j'ai une quarantaine d'années, je bosse depuis à peu près 20 ans. Depuis que je travaille, on me parle de ce sujet des retraites. Depuis 2000, 2001, 2003, la réforme Fillon notamment, très jeune, dans mes 20 ans, on me disait déjà, la réforme des retraites, on n'y coupera pas. Donc, je vais juste tenter une métaphore, je ne suis pas sûr qu'elle plaise à tout le monde. Mais d'abord, je ne parle pas de réforme, c'est pas que des mots. Et c'est ceux de Sibeth Ndiaye, désolé, mais je pense que c'est une refondation du système. Donc effectivement, c'est plus complexe qu'une simple réforme. Je vais prendre une analogie avec une voiture, très vite. On a une voiture avec un moteur. On a eu des gouvernements successifs, Sarkozy, Hollande, qui ont changé des éléments du moteur, durée de cotisation, montant des pensions, changé le joint de culasse, changé l'huile, bon, pour voir si la voiture continuerait à avancer. La voiture, elle est un peu vieille, le système est un peu vieux, et surtout, il n'est plus adapté. C'est ça dont je voudrais parler avec vous. Aujourd'hui, on propose, non pas de changer le joint de culasse ou de changer l'huile, on propose de changer le moteur. Ça se comprend, les craintes, parce que quand on change un moteur, on peut se dire plein de choses. En fait, je vais essayer de sortir tous ces chiffres, parce qu'on est tous un peu paumés dans tous ces chiffres. On va y revenir. Mais quand on change un moteur, il y a des questions légitimes. Est-ce que la voiture va redémarrer? Est-ce qu'elle va aller aussi vite? Est-ce qu'elle va tenir le coup? Moi, je dis, elle peut potentiellement aussi mieux fonctionner, et peut-être même aller plus vite. On n'est pas à l'abri aussi que ce qu'on propose permette de consolider un système auquel on tient, et je vais le dire simplement, qui est un système par répartition. Voilà. Donc, retirer ce projet de refondation, je trouverais ça irresponsable. Vous refusez de changer le moteur, Benjamin Amar? Non, non, pas du tout. Alors d'abord, vous savez, il y a un proverbe que j'adore, quand on veut tuer son chien, on l'accuse de la rage. Moi, j'aimerais rappeler quelques chiffres, une réalité très simple. Notre système, Philippe Martinez l'a rappelé hier chez un de vos concurrents, c'est un des meilleurs au monde. Je vais vous donner un chiffre qui n'est pas un chiffre de la CGT, c'est des chiffres de l'INSEE et d'Eurostat, qui est l'outil statistique européen, officiel. En France, le taux de pauvreté chez les retraités, il est de 6,5%. C'est tout simplement le plus bas en Europe. D'accord ? En France, le taux de remplacement, c'est-à-dire ce que représente votre retraite par rapport à votre salaire, il est de 74%. Dans l'OCDE, il est de 63%. Ce système, il est précieux. Ce système, c'est l'héritier du Conseil national de la résistance. Ce que veut faire M. Macron, il l'a dit lui-même pendant sa campagne, s'inspire du modèle suédois. Savez-vous ce que dit Göran Persson, le Premier ministre suédois? Il dit « Notre système est le meilleur au monde, à un détail près, il produit des pensions trop basses. » Deuxième chose, si vous ne croyez pas à la CGT, parce que vous estimez qu'elle est partisane, écoutez ce que dit François Fillon en 2016. Quand il dit dans sa fameuse vidéo, il est filmé, tout le monde peut le voir, le système de pension, le système à points, permet de baisser le niveau des pensions. Fermez le banc, c'est ça. Et donc quand on nous dit, moi je veux bien, on change le moteur. D'abord, on n'est pas le syndicat aux mains vides, madame, j'espère qu'on en parlera, des propositions, on en a plein, et on les fournit à votre gouvernement, mais il ne veut pas les entendre. Donc, changer le moteur, oui, mais certainement pas pour le remplacer par une carriole avec des bœufs. Olivia Grégoire. Je pense pas Non, je pensais pas voir ça de mon vivant, et j'en suis heureuse, on a un point commun, on aime l'histoire. Voir la CGT se référer aux propos de François Fillon, je dois dire que ça me chamboule un peu, mais j'en suis ravie. Vous savez, vous citez le modèle suédois, et j'entends beaucoup ce que disent pas mal de vos collègues aussi d'extrême gauche sur le rapport à la part du PIB. Je vais faire juste un petit rapport. C'est 14% du PIB aujourd'hui, les retraites. 24% de ces 14% financent les régimes spéciaux. Un quart de cette dépense.
14% de PIB, c'est 17% en Grèce, pour donner un exemple. C'est-à-dire que les Grecs dépensent beaucoup plus en matière de PIB pour la retraite. Vous avez la moitié des retraités grecs qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Donc augmenter la dépense publique, augmenter... Mais c'est la vérité. Vous parlez de la Suède, je parle de la Grèce. On est résolument européens, vous voyez. Moi, je vous donne un autre exemple. Vous comparez des choses sur une société qui a à peu près 10 millions d'habitants. On est 66 millions. Vous comparez les choses sur... En fait, je ne pense pas que tout soit duplicable. Et le modèle suédois, tel que vous le décrivez, en réalité, n'est pas exactement... Oui, mais n'est pas exactement... C'est tout qui a subi d'autres aléas économiques et qui ont fait que les hôpitaux ont fermé, les retraités sont pauvres. Et 17% du PIB grec, c'est que ça équivaut à 14% du PIB. Si vous commencez à parler en même temps, on n'entend plus rien. Allez-y, Olivier. Non, mais j'écoute pourquoi l'origine du rire, c'est-à-dire que moi je veux bien que vous refusiez. Alors vous dites, je veux bien changer le moteur, mais vous voulez pas mettre celui-là. Vous avez des propositions. Vous vous réjouissez en disant que notre système est le meilleur. Je vais juste dire une chose, j'entends que vous voulez parler. Si ce système est merveilleux, monsieur, pourquoi, et vous n'allez pas être d'accord, mais il y a à peu près tous les sondeurs qui le disent, pourquoi 8 Français sur 10 disent qu'il est illisible, injuste? Pourquoi 7 Français sur 10 refusent votre système par points, madame? Non, monsieur. Ah si, madame, sondage... Et on ne va pas rester comme non, mais ça. attendez, sondage interactif, 7 Français sur 10, madame. Monsieur Amar, vous savez très bien qu'il y a un problème avec ce système quand même. Vous êtes obligé de le reconnaître. Vous êtes pour l'égalité. Vous êtes de gauche. En principe, donc vous êtes pour l'égalité. Ce système, il fabrique énormément d'inégalités, on le sait très bien. Bon, il y a ces salariés qui, à la SNCF ou à la RATP, qui sont d'ailleurs vent debout contre cette réforme, qui partent à la retraite souvent 10 ans avant leurs collègues dans d'autres métiers. Et on ne parle pas des autres, on ne parle pas de ceux qui ont des métiers pénibles. Non, mais il n'y a jamais un mot dans la bouche d'un dirigeant CGT attendez, juste, si vous permettez que je termine, sur les paysans. Les paysans qui ont des retraites de merde, hein, c'est quelques centaines d'euros. Sur les ouvriers du bâtiment, qui en prennent plein la gueule, les maçons, les déménageurs. Qu'est-ce que c'est les déménageurs avec leur dos cassé, vous savez très bien. Bon, et ben ces gens-là, évidemment, on n'en parle pas. Ils partiront à la retraite à 62 ans. Et vous, en fait, vous défendez les intérêts attendez, je termine. Les intérêts de la SNCF, enfin des salariés, de certains salariés, parce que la SNCF, ça change un peu, ça se modernise énormément, de certains salariés de la SNCF et de la RATP. C'est ça la vraie histoire. Et dans la réforme, et je termine là-dessus, dans la réforme proposée par Macron, après tout le mal que j'ai dit des macronistes ou des macroniens, il y a quand même une réalité aussi, c'est que les paysans, ils auront une retraite décente. Je suis désolé, monsieur, un peu d'égalité. Pensez à l'égalité. Attendez, excusez-moi, les leçons d'égalité... Pensez aux malheureux, pensez aux misérables. Benjamin Amar. Les leçons mais vous en d'égalité... foutez. Non, s'il vous plaît, commencez pas comme ça va pas le faire. Je vous le dis. Ne venez pas me faire des leçons d'égalité à moi. Je vais vous donner un exemple précis, parce que vous me faites des grandes envolées lyriques. Je vais vous donner la conception de l'égalité de ce côté-ci de la table. Dans le système actuel, nous avons une majoration de la durée d'assurance qui fait que pour les femmes dans le privé, pour vous, par enfant, c'est 8 trimestres gagnés. Dans le public, c'est 2 trimestres gagnés. Vous savez ce que nous dit la Macronie? Cette conception de l'égalité, c'est quoi? C'est 8 trimestres dans le privé, 2 trimestres dans le public, et ben on annule tout. Aucun trimestre pour personne. Voilà, le nivellement par le bas. C'est la conception de l'égalité. Maintenant, ce qui vient d'être dit, attention, vous savez c'est quoi la grande réforme? Ils sont en train de nous dire, il n'y aura pas de pension de retraite inférieure à 1 000 €. Sauf que, moi je connais plein de gens, des catégories C par exemple, dans la fonction publique territoriale, par exemple, ou d'autres, qui ont eu des salaires autour de 1 500, 1 400 € toute leur vie. Eh ben, dans le système actuel, ils avaient 1 200 € de retraite. Avec la réforme Macron, ils passeraient autour de 900 €. Sauf que vous avez... C'est incroyable, c'est incroyable. Et après, on nous fait des leçons de démocratie. Il y a un filet qui fait qu'on ne descend pas en dessous de 1 000 €. Et ils nous disent ça, c'est une avancée. Écoutez, la fake news, je vais vous dire, vous en délivrez. Moi, je vous pose une question simple. C'est vrai ou pas ce que je viens de dire sur la majoration de la durée d'assurance? Olivier Grégoire, alors la fake news, vous attaquez la réforme des retraites. Olivier Grégoire, qui est porte-parole de la République en marche. Je suis une optimiste, mais je crains qu'on ne se mettra jamais d'accord. Moi, je voudrais vous poser une question. Vous avez des chiffres précis. Aujourd'hui, à 1 504,40 €, vous validez un trimestre. Donc, à 1 504 €, vous n'avez pas votre trimestre. À 1 505 €, vous avez votre trimestre. Je suis sur un calcul de 150 heures au SMIC horaire. C'est ça le modèle de justice sociale que vous défendez?
Alors moi, je vous ai posé une autre question. Puisque moi, j'aime bien quand on me pose une question, je réponds à une autre question, m'a formé comme ça. Moi, je vous dis, vous trouvez normal? La rhétorique, ça a oui, son oui, charme. non, mais excusez-moi, parce que vous en pratiquez pas, vous, la rhétorique. Moquez-moi de moi. J'adore le sophisme. Je vous pose une question simple, moi, madame. Est-ce que c'est vrai que les 8 trimestres par enfant dans le public et les 2 trimestres dans le public sautent? C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Fake news. Alors là, c'est parfait, ça Et la enregistré. question que vous Fake a news. posée Olivia Fake Grégoire, news, madame. à la question que vous posez attendez, Olivia je vais vous dire. Je croyais que vous Alors, en aviez fait, pas on de pourrait. droit, mais vous Je vais vous l'avez dire. retrouvé, Je vais vous hein. dire. Je vais vous dire un truc. Ça fait partie des Je vais choses vous qui dire un sont en truc. cours de discussion, À la monsieur. question que vous posez madame. Olivia Je vais Grégoire, dire- Benjamin. Exactement. Je vais vous dire, on a en France un retraité sur 2 qui touche moins de 1200 €. Donc nous, on ne se satisfait pas de ça. Même si notre système est plus généreux qu'ailleurs, au royaume des aveugles, les borgnes ne sont pas rois. On est d'accord. Donc, Tout le il y a monde est des d'accord pistes. là-dessus. Mais il y a des pistes. Je vais vous donner une piste très simple. Pour abonder le système, le rendre plus généreux, on pourrait. Nous, à la CGT, on a proposé, par exemple, l'égalité salariale obligatoire tout de suite. C'est 6 milliards dans les caisses des caisses de retraite. On propose aussi une augmentation des salaires. Vous savez un truc? Arrêtez de dire non en permanence, s'il vous plaît. C'est assez ridicule. Si on augmentait de 5% les salaires, 5%, pour quelqu'un qui gagne 1500 €, c'est 75 € d'augmentation. C'est pas la prise du palais d'hiver. C'est 18 milliards dans les caisses de retraite. Donc on peut tout à fait améliorer le système, augmenter la puissance du moteur, mais en n'explosant pas pour un système qui a montré en Suède qu'il était désastreux. On n'est plus dans une économie, si vous voulez. Quoi, on peut pas augmenter les salaires? C'est-à-dire que C'est ça, c'est votre pas la conception faucille et d'égalité. le marteau. Mon concept, c'est Bon, qu'il y a mais l'offre, la demande. C'est peut-être pas le 90 gouvernement. milliards de qui- chiffre d'affaires pour le Monsieur, CAC 40, qui madame. gère les salaires? C'est Quelle les prise du palais entreprises. d'hiver, madame? Les entrepreneurs, vous savez, Ouais. ces gens qui Alors, essayent de monter des boîtes pour. Pourquoi est-ce que rémunérer les vous autres. leur faites, Voyez vous leur donnez 200 milliards d'aides publiques sans aucune contrepartie? Non, non, d'aide pas du salaire. Startup C'est Nation, quoi le monsieur CICE, Cardiac. madame? Entreprise, Madame, entreprise, vous semblez, industrie. madame, une question. Madame, une question. Vous semblez très Attendez, parlez pas en même temps. Est-ce que vous semblez très soucieux d'argent public, madame? Vous avez en heureusement, 2019 mis 40 milliards de CICE. 40 milliards. de charges. Soit 10 ans. Non, ça c'est vous qui parlez de charges. Ils ont Moi, je parle un de million cotisation. d'emplois, on les a pas Moi, vus. je parle ça de cotisation. 40 milliards. Ça n'a jamais augmenté les salaires. L'effet sur l'emploi est totalement secondaire. Non, Ça vous pose pas de problème. On va répondre à ça. Ça vous pose pas de problème. Le chômage baisse pas, monsieur? Oui. De combien, madame? De combien? Mais c'est pas On est passé de 9 Ah, à 8. merci Thierry. On est passé de 8 J'ai un 6, relais, madame. ça y est. On est passé Non, mais- de 9 à 8 Bah, 6, c'est madame. ça le dialogue avec monsieur Hamar. Faut que je me taise pour laisser parler, sinon on s'entend. je vous en Non, prie, mais madame, allez, on voit bien allez-y. que dans la rue, il n'y avait pas que des régimes spéciaux. Il y avait des pompiers, on les voyait sur les toits. Il y avait des infirmières, il y avait des enseignants. Donc il n'y a pas que des régimes spéciaux. Et sur les milliers de gens qui ont manifesté, est-ce que vous pouvez comprendre qu'il y a une pénibilité, qu'il y a un ras-le-bol de gens qui n'arrivent pas? Moi, je suis à l'hôpital public. Les aides-soignantes n'arrivent plus à 57 ans parce qu'elles ont mal au dos, elles sont en arrêt de travail. Les enseignants sont en burn-out aussi. Et ça, vous pouvez comprendre que cette pénibilité-là, et on leur dit, vous allez continuer plus longtemps. Mais ils peuvent plus. Attendez. Non, Olivia Grégoire, juste une question à Olivia Grégoire. Allez, réponse. J'entends ce que vous dites. Et j'ai commencé par là en disant qu'il n'y avait pas que les régimes spéciaux et qu'il y avait aussi du privé. Donc je suis d'accord. Et je connais même des gens qui sont ni à l'hôpital, voyez-vous, ni ceux que vous avez cités, ni des pompiers qui étaient dans des entreprises et qui sont inquiets et qui sont aussi allés manifester. Donc il y en a aussi dans le privé. Je suis d'accord avec vous. C'est mon élément de langage propre. Alors je vous le partage. Moi j'ai le sentiment et c'est normal, on a ouvert de l'impatience dans le cadre de cette nouvelle gouvernance de Macron. Vous n'allez pas me dire que ce qui a été fait sous le dernier quinquennat, et je ne vais pas me défausser, que ce soit en matière d'hôpital ou d'éducation, en matière de revalorisation des salaires, a été à la hauteur. Je vous rappelle juste pour les enseignants, si ça intéresse, que nous finançons là, en janvier, la hausse de salaire de 300 € décidée par le quinquennat d'Hollande en 2016. J'ai le sentiment que ce soit sur l'hôpital et l'école, je vais rester juste là-dessus, que ça fait des années quand même, et vous serez d'accord qu'on a un problème de salaire. Ça fait des années. On peut tout mélanger. Moi, je ne le mélange pas. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un problème d'attractivité de ces boulots-là. Il est indispensable, peu importe la réforme des retraites, d'augmenter les salaires. Ce que je constate, c'est que ça s'aggrave. Et ça s'aggrave depuis Mais la 2017 pénibilité, il y en a aussi dans le secteur privé, vous me l'accorderez. Bien sûr. Bon. Benjamin Hamar, avant que vous nous quittiez, si ce mouvement est un test pour le gouvernement, il l'est tout autant pour les syndicats. On avait bien vu l'année dernière avec les Gilets jaunes que les syndicats étaient totalement dépassés par ce mouvement. Hier, c'est une manche que vous remportez, pour le coup. Un an après, est-ce que vous vouliez aussi montrer que les syndicats en avaient encore sous le pied ? Non, si vous voulez, le baratin que racontent les libéraux à notre rencontre, en nous expliquant qu'on est mort depuis 200 ans, ça nous a toujours beaucoup fait rire, y compris l'année... Non mais je vous réponds, y compris l'année dernière, madame. On nous expliquait qu'on était mort-vivant. Bah écoutez, vous avez une belle armée... Vous avez une belle armée de... Vous êtes le deuxième Mais c'est syndicat après la CFDT. Voilà. Ça y est, Vous êtes plus le je premier peux finir. syndicat. Je Non, peux mais il finir. faut le répéter, il faut le dire. Attendez, excusez-moi, juste, je peux répondre à la question qui Oui, m'a été d'accord. posée. Vous êtes bien urbain, monsieur. Voilà. Donc, vous avez vu, j'ai parlé
parler tout doucement. Là, on a eu une belle armée de zombies hier, visiblement. Donc non, on a le poil vif, même si sur moi ça se voit pas beaucoup, et l'œil brillant, et on a effectivement une capacité à se mobiliser, et on va le prouver dans les jours qui viennent. Et la base en ligne de mire, surtout. Hein. Et votre livre, Benjamin Amar, avant que vous nous quittiez, Les combats du clair-obscur, Benjamin Amar, réflexion sur les modalités de la lutte. Merci de nous avoir rejoints. Je vous en ferai envoyer un. Vous nous en envoyez un carton et puis on l'offrira à France, Olivier Gisbert. Je vais me l'offrir. En tout cas, la grève continue ce matin et c'est très compliqué dans les transports. On va rejoindre l'une de nos équipes, Florian Litzler. Florian, vous êtes dans un bus, le bus qui est l'alternative ce matin. Effectivement, on est très serré dans ce bus. Il a fallu en plus en laisser passer un avant. Regardez, là on est vraiment les uns sur les autres et on n'est plus, voyez, avec le chauffeur qui fait des annonces pour dire aux gens de s'éloigner de la porte parce qu'on n'arrive même pas à la fermer. Alors qu'on n'est même plus en heure de pointe. Là, la plupart des gens à qui j'ai parlé n'allaient pas travailler en fait, mais avaient besoin de se déplacer aujourd'hui et c'est très compliqué. D'ailleurs, ça, il y a des gens qui commencent à disputer. Il y en a d'autres qui prennent ça à la rigolade parce qu'un bus sur 3 qui circule à Paris, elle n'en est pas sur une des pires lignes. Ça c'est la moyenne, mais normalement ici, sur cette ligne, c'est 2 sur 3 qui circulent. Vous imaginez si c'était encore pire que ça. Donc c'est très compliqué de circuler ici. Mais des usagers qui nous disent pour la plupart qu'ils comprennent quand même les grévistes, qui les soutiennent et que toute cette situation-là, en fait, pour eux, c'est plutôt la faute du gouvernement. Merci beaucoup, Florian. Olivia Grégoire, on en parle depuis hier et même avant, ce flou entretenu autour de la réforme, une sempiternelle valse hésitation. Vous avez plaidé puis renoncé à la clause du grand-père, vous avez plaidé puis renoncé à l'âge pivot, à l'équilibre budgétaire du système, il n'en serait plus question non plus. Est-ce que finalement, ce flou n'a pas aidé à mobiliser les gens? Le flou a entretenu de l'inquiétude, et c'était de l'inquiétude qu'on voyait aussi beaucoup dans la rue hier. Est-ce qu'il n'y a pas une erreur de votre part? Je vais le dire autrement. Il est clair que je pense qu'on aurait pu faire mieux. Mais je vais dire 2 choses. D'abord, je pense que l'angoisse de notre pays, l'angoisse des Français, moi je parle parfois de tétanie vis-à-vis de l'avenir, sans reparler de sondage, mais c'est des études macro. On est quand même au monde un pays qui se caractérise par son pessimisme marqué depuis... Le plus pessimiste du monde. J'ose pas le répéter. Plus que l'Afghanistan, plus que les Russes, plus que l'Irak, plus que tous les Slaves. C'est hallucinant. Ce sont des sondages réguliers. Cette tétanie est quand même problématique et elle est au-delà des retraites, si vous voulez. C'est une incapacité à se projeter dans l'avenir. Et là, le politique a aussi une responsabilité en matière de vision d'avenir. C'est de ça dont j'aurais bien aimé parler avec lui sur les nouvelles formes de travail, etc. Mais je vous réponds, oui, on aurait pu faire mieux. Il y a une question que je me pose et que je vous soumets, parce que j'ai pas la réponse. On nous a beaucoup critiqué, et j'ai pris ma charge, sur le fait qu'au démarrage, ça a été très vite, ça a été décidé très vite, et que tout le discours, je vais dire, sur les corps intermédiaires, a donné le sentiment qu'il y avait de la réforme unilatérale, sans écoute. On a pris la charge avec les Gilets jaunes, et donc, dans la deuxième partie du quinquennat, l'ensemble du gouvernement, et je dois dire qu'Édouard Philippe, en première ligne, a porté un changement de méthode, et donc l'écoute est préalable à la décision. J'entends ce qu'on me dit sur c'est trop flou, il n'y a pas assez de décisions. Moi, j'aime bien raisonner en creux. Donc, je vous le soumets. Si on avait, avant le 5 décembre, comme ça a pu être fait dans d'autres périodes politiques, genre le 2 ou le 3, dégazé, entre guillemets, l'architecture générale du projet, et donc fait ce qui va être fait mardi, mais si on l'avait fait le week-end dernier ou la semaine d'avant, je pense que ça aurait aussi donné le sentiment d'une course contre la montre du gouvernement qui ne voulait pas voir et pas entendre la revendication populaire qu'on a vue hier. Donc je pense que dans l'ordre, il est plus sain, ça n'est que mon point de vue, peut-être de ne pas avoir donné les règles du jeu totalement, parce qu'elles ne sont pas encore fixées. Lundi, une réunion va fixer définitivement un certain nombre de choses, et mardi ou mercredi, le Premier ministre va parler. Mais au moins, on a laissé les choses se développer. À l'inverse, on aurait coupé la manifestation populaire en donnant le sentiment qu'on voulait couper l'herbe sous le pied des manifestants. Je ne suis pas sûr qu'au plan politique, ça aurait été beaucoup plus malin. Au sein même de votre majorité, on s'en inquiète. Ce matin, par exemple, regardez l'un de vos députés, Benoît Simian, qui tweet à ce sujet, parce que la majorité, elle semble un peu désarçonnée aussi. Il faut que l'exécutif sorte de l'ambiguïté. Oui. Il n'est pas durablement tenable d'affirmer qu'aucune catégorie professionnelle ne sera lésée. Bref. Annonçons maintenant, même votre majorité est désemparée là. Oui. Mais moi, il y a une chose que j'aime, c'est le courage. J'aurais pas tweeté ça, je vais vous dire, et je le connais bien, on est aux finances ensemble.
Moi, je suis sur C'est votre qu'il est plateau inquiet, ce c'est le matin. député du Médoc, il était dans Mais sa bien sûr, circonscription. moi je suis député de Paris, vous savez, je suis inquiète depuis 1 an et demi. Tout ce que je vois à Paris tous les week-ends et depuis des mois m'inquiète. Cette violence globale m'inquiète. Après, c'est mon point de vue et je le partage. Je pense que quand on est en responsabilité, moi je suis plutôt du type à être solidaire du gouvernement. Après, on est vendredi. Les prises de décision, c'est lundi. La communication du Premier ministre, c'est mardi. Je sais que ça paraît long, mais c'est une histoire de 4 jours. Ça me semble, c'est pas dans 4 mois, si vous voulez, c'est pas 4 semaines. Là où j'aurais été super mal aujourd'hui, c'est de vous dire, je sais pas quand est-ce qu'il va parler. Là, j'aurais été mal. Olivier Grégoire, pour reprendre la question d'Audrey et pour reprendre votre métaphore du début sur la voiture, on voit bien que la voiture, elle a calé 2 fois. Audrey l'a répété, on l'a rappelé, elle a calé une première fois, le moteur a calé avec le fameux H-pivot de 64 ans. Il a calé une deuxième fois avec la clause du grand-père. Moi, je me pose la question, est-ce que le garagiste, c'est ce qu'il fait en fait? Parce qu'on a l'impression qu'il tâtonne. Je pense que le garagiste, c'est ce qu'il fait, pour continuer la métaphore, et je rajouterais à ça que j'entends toutes les leçons, parce que j'écume les plateaux, mais je pense qu'on est... Pardon, hein, mais on n'a pas choisi la facilité, et moi je suis fier de faire partie d'une majorité, en tout cas qui a le courage de la tenter. J'ai suivi l'époque de Raffarin, j'ai suivi l'époque de Sarkozy, j'ai suivi l'époque de Hollande. On a changé beaucoup de petits paramètres. Tout le monde sait que c'est la réforme sociale par excellence. Moi, je suis plutôt fier de faire partie d'une majorité. J'entendais ce que vous disiez sur les 2 ans et demi. C'est pas faux ce que vous dites. C'est dangereux, mais c'est courageux. Et moi, je me lève le matin, pas pour faire la politicienne, comme disait Churchill joliment, pas pour les prochaines élections. 2022, c'est pas mon sujet aujourd'hui. Mon sujet, c'est vos enfants, mes enfants. Et c'est les agriculteurs, les femmes d'aujourd'hui. Ça fait une belle jambe quand même d'être courageux quand on perd, quoi. C'est toujours parce bien que d'être courageux. Bah oui, mais enfin quand même, c'est mieux de réussir. Je suis pas sûr qu'on perde, parce que vous savez, c'est toujours pareil. On n'entend pas ceux qui, en réalité, ne sont pas forcément contre. Le grand problème, c'est aussi la pédagogie. Si on regarde l'histoire de 1995, Alain Juppé n'a pas fait de pédagogie et les gens ne savaient pas d'ailleurs pourquoi ils étaient dans la rue, personne ne savait rien. Il y a un peu ce phénomène-là aujourd'hui, un peu moins parce que c'est vrai qu'on parle un peu plus des régimes spéciaux, c'est vraiment le vrai sujet. D'ailleurs, on voit très bien que M. Hamar, quand on en parle, il change de sujet, de braquet, enfin il en fume, il embrouille. Et c'est l'attitude de la CGT aujourd'hui, c'est-à-dire ils ne veulent pas qu'on parle des régimes spéciaux de la SNCF, de la RATP, qui est la principale cause de la grève. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a le sentiment que, oui, les bêtises qu'on entend, les mensonges aussi, nous donnent à tous une idée de l'infini. Mais dans ce contexte-là, on ne peut pas dire que le gouvernement a été très brillant. Les voix, enfin, il y a quelques voix qui sont sont apparues ici et là, mais on est fasciné quand même par l'espèce d'inexpérience générale de ce personnel gouvernemental. Mais non, ça s'appelle la double contrainte. Vous avez un personnel politique nouveau. On veut qu'ils expliquent. Pourquoi ils n'expliquent pas? À ce sujet, France, au sujet de la cacophonie gouvernementale, il y en a un qui en parlait ce matin, Elisabeth Martichoux, c'était son invité, Philippe Martinez de la CGT, puis vous répondrez à Olivier Grégoire. Ils ont toutes les cartes en main, ça fait 23 réunions qu'on fait avec eux, donc qu'ils s'expriment. Parce que vous voyez, ce qui pose aussi problème, c'est qu'à chaque fois qu'un ministre parle, il dit autre chose que celui qui a parlé avant. Pourquoi, à votre avis? Bah ça c'est, je sais pas, l'équipe est peut-être mal soudée. Nous, on nous a dit, c'est Monsieur Delevoye, le monsieur retraite. Ouais. Donc on l'écoute. Et quand on sort de son bureau, on entend un ministre qui dit le contraire de ce qu'on a entendu dans le bureau de Monsieur Delevoye. C'est quand même très gênant, ça, non? C'est pas confortable, on va pas se mentir. Je me rappelle bien de la clause du grand-père. En vrai, je me suis fait piéger aux 4 colonnes. Donc ça arrive même aux parlementaires. Moi, je me suis fait piéger. Encore une fois, sur une réforme aussi fondamentale, aussi structurelle, ça me choque pas, si vous voulez, qui est... à l'époque, on appelait ça lancer des ballons. Bon, ça me choque pas. Je vais reprendre un autre terme de négociation. En négo, quand on négocie, on dit, quand on essaye de parler d'autre chose, on dit on promène le chien. Je pense qu'il est temps d'arrêter de promener le chien. Voilà, alors on va plus promener le chien. Justement, quelles sont les premières concessions que vous pourriez faire? On parle de tempo plus lent, de transition plus longue. Par exemple, vous évoquiez la clause du grand-père il y a un instant. La question est de savoir où placer le curseur entre les deux extrêmes, c'est-à-dire entre la génération de 1963, qui était la première concernée normalement, et cette clause du grand-père qui ne ferait jouer les nouvelles règles que pour les nouveaux entrants sur le marché du travail. Ça se situera forcément entre les deux. Forcément entre les deux, et voilà typiquement un élément de négociation où en tant que parlementaire, au moment où je vous parle, j'ai pas l'arbitrage. Les arbitrages, encore une fois, lundi, Delevoye et Buzyn reçoivent l'ensemble des syndicats une dernière fois, et mardi, l'architecture doit être dévoilée, et donc cette réponse doit être apportée. Autre hypothèse de travail, aménager des transitions plus longues au profit des salariés des régimes spéciaux qui, de la SNCF à la RATP, sont les plus impliqués dans cette contestation. Décaler l'entrée en vigueur de la réforme des retraites au-delà de 2025, ça amènerait une réforme moins ambitieuse que prévu. Oui. Oui, j'y suis pas nécessairement favorable.
quitte à avoir du courage, autant l'avoir jusqu'au bout. Et donc un demi-courage, moi, me déstabiliserait un peu. Je pense qu'on a pris notre risque et que maintenant, il faut aller jusqu'au bout. Donc, après, parmi les autres La politique, choses, c'est aussi savoir reculer. je suis De temps en temps. sincèrement Bah oui, pas avancer, sûre. avancer, reculer. Je suis sincèrement pas sûre. Il y aura... Bon, reculade, j'aime pas trop. Concession, Non, mais concession, oui, voilà, je c'est ça, préfère. voilà. Mais en fait, quand on lit l'histoire, qui dit privilège dit concession. Hein, et on est prêt à en faire beaucoup. Mais en revanche, il y a une chose sur laquelle je vais être très attentive. J'ai entendu la communication hier de la porte-parole sur les régimes qui ont des spécificités. J'entends ce qui est fait à Beauvau sur les policiers, et qui va être fait. J'entends que l'ensemble du gouvernement, secteur par secteur, est en train de voir. Des concessions, oui. Transformer des régimes spéciaux en spécificités, Oui. j'adore la sémantique, Oui. mais je serai vigilante. L'exécutif, en tout cas, ne souhaite pas se mettre à dos la CFDT, qui est l'une des rares confédérations à soutenir le principe d'un régime La universel même promue. à Mais point. qui râle. Donc le gouvernement pourrait décider de reporter à plus tard l'assainissement des comptes, l'équilibre budgétaire du système qui obligerait à travailler plus longtemps et donc à reporter l'âge de départ. Ça, c'est clairement derrière nous, parce que vous n'allez pas vous mettre la CFDT à dos en plus. Ce serait ballot, vous me l'accorderez quand même, d'aller se mettre à dos et un syndicaliste en chef avec Laurent Berger qui est quand même est présent aux tables de négociation, faut-il le rappeler, mais c'est toujours mieux de parler avec quelqu'un qui est là, comme l'UNSA d'ailleurs, rendons à la CFDT, à l'UNSA leur présence. Après, c'est vrai que ça fait des années que la CFDT pousse pour cette réforme de retraite à point. Mais donc Par ailleurs, l'équilibre budgétaire, l'équilibre financier du système, vous y renoncez? je suis vice-présidente de la commission des finances. Je ne peux pas vous dire ça comme ça, là, à 11h11 aujourd'hui, en Oui, ce mais 6 si vous, décembre. si vous Aller me dites que taper vous dans ne les pouvez pas réserves, vous par mettre exemple la CFDT à dos, Ça veut dire aller taper dans Est-ce les qu'il y a réserves, des par réserves exemple, du fonds de Lesquelles retraite. Il y a des réserves ou de réserves Lesquelles de l'Agir Carco, qui est bénéficiaire, enfin, qui a des Il faut fonds. qu'on trouve... D'abord, des il me avocats. faut un chiffre. C'est ce que j'attendais, oui. Il me faut un chiffre, parce que ça fluctue beaucoup. Hein. Là, c'est flou. Entre 7 et 18 milliards pour la financière, c'est pas la même. Après, je pense qu'il faut... si vous voulez, des marges de manœuvre, on essaye d'en retrouver. Alors, on se fait taper de l'autre côté sur la dépense publique, mais il s'avère qu'accessoirement, on a un PIB en hausse et une croissance qui est beaucoup moins atone que dans le reste de l'Europe. J'ai donc quelques éléments pour être un peu optimiste en matière de comptes publics. Mais oui, on va, au même titre qu'on a encaissé et qu'on va gérer les 10 milliards de déficit sur les hôpitaux dans le cadre de ce budget, on devra faire l'effort budgétaire à la hauteur. Moi, je pense que, après, c'est ma nature, quitte à y aller, faut pas trop décorréler. Et par ailleurs, c'est une question de responsabilité. Partir en 2022 avec entre 7 et 17 milliards de dettes pour 2025 m'angoisse. Le problème, c'est que le carnet de chèques, vous l'avez déjà sorti pour les gilets il marche jaunes. Donc bien. en fait, là, Il marche c'est bien. malheureusement, il est plus à il y aura quelques pas de milliards doute. près. Ouais. Mais c'est pas possible, ça, et vous le savez. Surtout vous, parce qu'après les Gilets jaunes, vous qui êtes un hospitalier et qui sortez de garde, je crois encore, voilà, on a fait un effort. Je sais que c'est pas suffisant, je sais ce que vous allez nous dire, mais en 6 mois, on a sorti du plan urgence jusqu'aux dernières négociations avec Agnès Buzyn, 1 milliard d'euros sur l'hôpital, je veux dire. C'est 1 milliard d'euros. Oui, mais enfin, c'est une oui, dette, mais la enfin, reprise qui de la paye au dette. Il y a final 30 milliards de dettes sur les hôpitaux. qui Là, paye au on final recomble une partie, ça va recreuser la dette derrière. Est-ce que c'est fondamentalement si grave que ça? Oui, Ce qu'on c'est si voudrait grave surtout, que ça. c'est que sur le terrain, il y ait Mais plus c'est sur le d'embauches, terrain. qu'il y ait Mais- du matériel et qu'on arrête Mais de du fermer les matériel, hôpitaux. Les mais gens, pas c'est ce qu'ils vous, veulent. La pas dette, vous, Gérald c'est- non, mais Kerviel, c'est pas une ligne vous. technocratique, c'est une ligne de budget. de l'État, Non, oui, le budget, moi je suis rentrée là-dedans pour dire justement que le budget, c'est pas qu'un truc de techno. Vous savez quoi? J'ai pas d'études budgétaires, moi je suis pas une financière. Donc je suis pas d'accord. Et quand vous dites ça sur le budget de l'hôpital, je suis pas d'accord. Sur le matériel du quotidien, je suis pas d'accord. Le quotidien, c'est un enfer, pourquoi? On est à courir après les thermomètres, on est à courir après les tensiomètres, ça se passe comme ça, notamment dans les services Un tiers d'urgence. de la dette, ça Qu'est-ce changera qui- rien, oui. Oui, bah à ce moment-là, ne faisons rien. Ne faisons rien. On paiera moins récupère d'intérêts, mais 10 ça ne va pas milliards. permettre de l'investissement. Sur un hôpital comme celui de Grenoble, Olivier Véran a fait ses calculs, c'est 6% de respiration budgétaire sur l'année. Ça veut dire quoi? C'est 6% d'investissement en plus. Bah vous dites non. Bah c'est 10 milliards quand même en plus pour C'est l'hôpital. très intéressant là ce que nous dit Bah, c'est la Gérald vérité, ce que je Kierzek. dis. C'est même absolument passionnant sur l'état d'esprit de beaucoup de Français, c'est-à-dire qui sont, je le dis très amicalement, dans la pensée magique. C'est-à-dire, voilà, il suffit de faire des chèques, il n'y aura aucun problème. Endettons-nous, de toute façon, la dette, on l'effacera un jour, etc. Et là, je reviens sur le sujet. C'est-à-dire, il n'y a aucune pédagogie. Franchement, Macron s'exprime bien, il sait faire, etc. À aucun moment, on l'a vu en train de nous expliquer par A plus B pendant 1 heure aux Français, il y aurait du monde pour regarder ça. Voilà où on en est, voilà ce qu'on peut faire financièrement. Il n'y a
pas de pédagogie. Vous savez très bien que la politique, c'est parler aux gens. C'est pas seulement de parler tout le temps pour dire n'importe quoi, ce qui est un peu le cas de beaucoup de dirigeants. On l'a vu dans l'affaire des retraites, où ils se contredisent effectivement, comme le disait Martinez ce matin, les uns les autres. C'est aussi leur dire, voilà ce qui se passe, voilà ce qu'on a, il n'y a pas ça. Mais c'est dingue. Oui, je suis pas tellement d'accord. Je trouve Et que vous êtes le d'accord, constat au fond, est un peu Julien fort. présidentielle. Non, vous n'avez pas. Non, mais moi, c'est pareil. Vous ça n'avez pas m'énerve. assez protesté On a un gouvernement, là-dessus. on a un Non, Premier vous êtes ministre, d'accord. on n'est pas à attendre la parole magique. Mais non, c'est de la pédagogie. Je ne parle pas de paroles magiques. Je demande de la pédagogie, d'expliquer pour que Kierzek ne raconte pas ses conneries la prochaine fois. De base, voyez. Non, il est pas dans l'élite française de base. Non, c'est un médecin. Moi, je suis pas dans l'élite. Moi, je suis un Non, mais Marseillais. est-ce que la parole, elle serait crédible? Il est là le problème. Même s'il s'exprimait, est-ce qu'il y aurait une crédibilité? Est-ce que la confiance Il a n'est pas été cassée? élu, C'est ça la question. Olivia Grégoire. C'est ça la question. Eh ben voilà, moi je suis complètement d'accord. La confiance est rompue pour entre moi le le président et le problème. peuple. En fait, je vais être beaucoup plus pessimiste que ça. C'est pas la confiance est rompue entre le président de la République et les Français. C'est que ça fait belle lurette que la confiance elle est rompue entre les politiques et les Français. Alors je veux bien qu'on accuse en permanence et de façon sempiternelle Emmanuel Macron, et nous avons certainement une responsabilité politique, je suis la première à la reconnaître, dans la rapidité et parfois le manque d'écoute. Mais on va pas me faire croire, après la voiture je vais vous servir le restaurant, et je le pense tous les jours quand je me lève, et tant pis si vous n'êtes pas d'accord, j'ai le sentiment, moi depuis 2 ans et demi, qu'on nous fait payer une addition d'un resto où on n'a pas bouffé. L'hôpital, l'école, ça fait 6 ans que les profs, les hospitaliers hurlent pour qu'on... La situation s'aggrave. Et en même temps, on met 1 milliard d'euros pour les profs, en même temps, on met 1 milliard d'euros pour l'hôpital. Mais le problème, c'est pas la pensée magique. Où va l'argent? Jacqueline Moreau est C'est pas la pensée magique, c'est pas la parole, c'est l'écoute. Et c'est là qu'est le problème. La C'est la journée défiance d'hier. Pas qu'un absolue. problème d'argent. La journée Écoutez-nous, d'hier, écoutez les Olivia Grégoire, professionnels. elle a aussi été l'occasion de rapprocher des personnalités qui paraissaient jusque-là irréconciliables, inconciliables. Jean-Luc Mélenchon, par exemple, s'est félicité que Marine Le Pen soutienne les grévistes. Écoutez. Même Madame Le Pen, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais elle dit qu'il faut manifester. Alors, écoutez, c'est un grand progrès. D'habitude, elle passe son temps à chercher pouille aux Arabes et aux musulmans. Et pour une fois, elle a compris que quelle que soit sa religion ou sa couleur de peau, on a tous des intérêts communs et qu'on est semblables. Et qu'à partir de 60 ans et plus, tout le monde est fatigué. Donc ça vaut la peine que les gens s'arrêtent. Voilà, Jean-Luc Mélenchon salue l'humanisme, je le cite, de Marine Le Pen. Déjà, je vais... Ils sont plus à l'écoute des Français qui sont inquiets que vous. Oh, je vais dire 2 choses. Une première chose, parce que je veux croire, et comme j'aime pas qu'on me le fasse, je vais éviter de le faire aux autres, je veux croire que ça a été un peu, sorti de son contexte, instrumentalisé, et qu'on en a fait un peu, cette déclaration un peu un tintamarre hier. Je veux croire à ça. Le cas échéant, je suis assez plus qu'inquiète sur ce type de propos. Et connaissant et écoutant Jean-Luc Mélenchon souvent en hémicycle, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais je veux croire que ce qu'il a dit là ne présage en rien d'alliance ou de convergence. Et connaissant un peu aussi historiquement l'origine de son mouvement, voilà, c'est pas un procès que je vais lui faire ce matin. J'aime pas, moi, quand on me fait des faux procès. Et donc Gabriel Attal a dit l'inverse. Mais Gabriel dit ce qu'il veut. Moi, c'est Olivia Grégoire. Très bien. Moi, c'est Grégoire. Je suis pas Attal. Et moi, je fais gaffe sur ces sujets-là. Je ne supporte pas qu'on instrumentalise mes propos en les coupant, en les décontextualisant. Vous ne croyez pas etc. l'axe brun rouge? Je ne veux pas y croire aujourd'hui. Non, mais franchement, là, faut être honnête, il s'adresse aux électeurs de Marine Le Pen. Oui. C'est ça qu'il fait. Oui. Enfin bon, et ces électeurs, on sait très bien, ils peuvent voter un coup Parti communiste, C'est facile un coup de taper là-dessus. France Mais moi, je suis Insoumise, et puis un historienne coup à la base, Rassemblement j'en ai marre, National. vous voyez, l'axe brun-rouge, enfin bon. Oui. Je sais On n'en est pas tout à fait là. qu'on traite le préfet de Paris de psychopathe. Je sais que, enfin, les mots ont un sens. Mais Olivier L'axe Grégoire, brun-rouge. Mais Voilà. on voit bien quand même qu'il y a Ouais. une... Un peu attention. Vous voyez, Quatennens, par exemple, avec qui je travaille, et j'échange parce qu'on se parle. Je veux dire, l'axe brun-rouge, bon. Bah alors, Mais donc ça illustre plus l'offensive dont vous parliez contre le gouvernement. Ça illustre que tout est fait pour que l'ensemble des convergences des luttes, peu importe les divergences des buts, fassent chuter le gouvernement. Oui. Mais ça illustre aussi autre chose, ça illustre une nouvelle stratégie de la part du Rassemblement national. C'est-à-dire que jusqu'à présent, leur dossier préféré fétiche, c'était l'immigration. Là, on voit qu'ils ont sorti le dossier social. Oui, mais là, est-ce que là, finalement, en sortant le dossier social, oui, mais c'est la branche Philippot. Mais en sortant ce dossier-là, elle prépare pas son duel avec Emmanuel Macron pour montrer que voilà, elle peut répondre sur les mêmes dossiers. Oui, mais ça, pour le coup, c'est une alimentation de position assez radicale, qui est assez classique
en démocratie, si vous voulez. Donc je suis pas. Mais c'est une position de pas posture choquée. ou c'est une position profondément ancrée? Parce qu'on va vivre pendant les Gilets jaunes, c'est quand radicale, même comme le Front Mélenchon National qui a en a. gagné. Quel est l'objectif derrière ça? C'est exactement ce qu'on est en train de faire ce matin, c'est d'en parler, voilà. C'est du spectacle, c'est comme Ruffin quand je suis avec lui, voilà, moi je fais de la politique, il y en a qui font du spectacle. Nous ne calerons pas. C'est ce que nous a dit hier ici même votre patron, des patrons des députés La République En Marche, Gilles Legendre. Dans la métaphore. Nous ne calerons pas sur la réforme des retraites. Vous ne calerez pas, même s'il y a des millions de gens dans la rue la semaine prochaine et que ça continue? C'est dur. Je crois sincèrement, encore une fois qu'on peut reprocher beaucoup de choses, à commencer par le gouvernement, la Majo et le président. Je pense qu'il y a une chose qui fait qu'on tient et que pour certains on est fiers aussi. Moi j'en fais partie de faire partie de cette majorité, c'est le courage. Et je pense sincèrement Mais attendez, madame, qu'Emmanuel Macron ne calera pas. Après, Juppé aussi, il avait du courage en 1995 dans la même situation. J'entends il avait bien, du courage, j'entends vous avez bien, le résultat. j'entends bien, ça Il a n'a pas calé, échappé. ouais, bien Il a sûr. calé, très bien, il a calé. L'histoire ne se répète pas nécessairement, je ne suis pas sûr que nous calerons. En revanche, plutôt qu'on ne calera pas, moi j'ai plutôt envie d'ouvrir sur où, quoi, combien, quelle concession. Voilà. Pour ne pas avoir à caler. Voilà. Et ça, c'est mercredi. Ça, c'est même avant. Je crois qu'il y a une réunion importante lundi avec Jean-Paul Delevoye et Agnès Buzyn en vue des annonces de mardi qui seront reprises dès le mercredi. On a donc une belle semaine la semaine prochaine. En espérant que ce qui soit répété soit convergent. Donc, annonce du Premier Et les ministre, mains dans le annonce du Premier ministre, donc mardi. Je pense, en vrai, je me suis renseigné pour pouvoir vous donner l'info. Cette nuit, je ne l'ai pas encore. C'est arbitré aujourd'hui. Mon pif me fait plutôt penser au milieu de la semaine prochaine. Ce qui est sûr, c'est que ça a été dit il y a une dizaine de jours. Le 10 et le 13 décembre, il y aura des prises de parole fortes. Ça fait mardi et vendredi. Prise de On parole est forte courageux mardi, et on n'est pas irresponsable. On ne laissera pas. Prise de parole mardi, forte, mercredi. Mardi, mercredi, je pense. Très bien. Ce sera le soir, à mon avis. Parfait. Eh bien, on y sera. Merci beaucoup. Merci Merci Olivier à Rigord vous. d'avoir été avec nous. On va se retrouver dans 2 minutes pour parler de toute autre chose, de l'effroi et de l'inquiétude des forces de l'ordre après des lettres de menaces anonymes envoyées à des CRS, des lettres où ils menacent les familles de ces CRS. Nous serons en direct avec Linda Kebab du syndicat SGP Police. À tout de suite.